Le 14 novembre 1952, 19 heures précises, dans l'appartement exigu du troisième étage d'un immeuble grisâtre du quartier Žižkov à Prague, en Tchécoslovaquie sous la poigne de fer du régime stalinien, l'air est saturé d'une vapeur chaude et épaisse. Un mélange âcre de choux braisés, d'oignons caramélisés et de viande de porc bouillante qui s'échappe de la casserole en fonte noircie sur le poêle à gaz. Vous sentez cette humidité poisseuse collée à votre peau, imprégner le col amidonné de la chemise usée, tandis que le tic-tac obsédant de l'horloge murale, un vestige du grand-père décédé dans les mines de Sibérie, martèle le silence comme un compte à rebours invisible. La table en bois massif, couverte d'une nappe fleurie jaunie par les ans, ploie déjà sous le poids des assiettes en faïence ébréchée. Tranches épaisses, de pain de seigle encore tiède, sa croûte craquelée libérant un arôme terreux et fermenté, un bol de knedliki gonflé à la vapeur, leur surface luisante de beurre fondu, et la soupière fumante dont les volutes montent en spirale paresseuse, portant avec elle le sel piquant des larmes contenues de la cuisinière. Elena Novotna, la mère de famille, quarantaine usée par les quotas d'usine et les nuits blanches à repriser les chaussettes, essuie ses mains rougies sur son tablier taché. Ses doigts tremblants effleurant le dossier d'une chaise qui grince sous la pression, comme si le bois lui-même percevait la tension qui s'installe, goutte à goutte, dans l'atmosphère confinée de cette pièce aux murs tapissés de papier peint défraîchi, où les portraits jaunis de Gottwald et Staline veillent du haut de leur cadre doré, leurs yeux peints semblant suivre chaque mouvement avec une suspicion glaciale. Autour de la table, les chaises raclent le plancher usé en un chœur discordant, et vous entendez le frottement rauque du tissu des pantalons contre le bois verni, un son qui résonne comme un avertissement étouffé dans la gorge de chacun. Joseph, le père, ouvrier aux aciéries Poldi avec ses mains calleuses noircies de graisse indélébile, s'assoit en premier, son souffle lourd chargé de l'odeur âpre du tabac bon marché qu'il mâchonne encore entre ses dents jaunies. Il ajuste ses lunettes cerclées de fer, ses yeux plissés scrutant la pièce comme s'il cherchait déjà les ombres tapies dans les coins, là où la lumière jaunâtre de l'ampoule nue projette des longueurs difformes sur le sol dallé de tommettes fendillées. À sa droite, leur fils aîné, Karel, 28 ans, lieutenant dans l'armée populaire tchécoslovaque, rentre tout juste de son poste à la caserne de Karlin, son uniforme kaki encore imprégné de l'odeur minérale de la poudre d'entraînement et du suint rance des chevaux de cavalerie. Ses bottes cirées luisent sous la table, claquant sourdement contre les pieds en métal quand il croise les jambes. Un geste nerveux qui fait vibrer la vaisselle, envoyant des ondes de trémor à travers le liquide trouble de la soupe. Vous sentez le poids de son regard, ce mélange de fierté rigide et de malaise coulant, quand il pose sa casquette sur le buffet, ses doigts gantés de cuir fin, effleurant le bois, comme pour y laisser une empreinte invisible de loyauté suspecte. À côté de lui, sa femme Marie, institutrice aux joues pâles creusées par les rations alimentaires, verse le vin dilué d'un pichet ébréché, le liquide rouge sombre glougloutant avec une viscosité sirupeuse qui évoque le sang versé dans les caves de la Sichereitska, STB, la police secrète. Ses mains fines tremblent légèrement, faisant danser des reflets rubis sur les verres taillés grossièrement, et l'odeur fruitée aigrelette monte, se mêlant à la sueur froide qui perle déjà à son front, trahissant le nœud d'angoisse qui serre son estomac comme un étau. La Benjamine, Anna, 16 ans à peine, avec ses tresses blondes nouées d'un ruban fané, s'installe en face, ses yeux verts immenses, emplis d'une innocence fragile qui contraste avec le bourdonnement lointain des tramways dehors, leurs roues grinçant sur les rails mouillés par une pluie fine d'automne qui tambourine contre les vitres embuées. Elle plie sa serviette en tissu rêche, ses ongles courts rongés par l'habitude mordant le lin,
et vous percevez le frisson qui parcourt ses épaules frêles sous sa robe en laine grise, un vêtement trop grand hérité de sa sœur aînée disparue dans les purges de 1949. Enfin, l'oncle Milan, le frère de Joseph, ancien partisan de la résistance anti-nazie passé par les geôles de Pancrace après une dénonciation anonyme en 1948, tire sa chaise avec un raclement prolongé qui déchire le silence comme une lame émoussée. Son visage buriné, marqué de cicatrices livides tirant sur sa joue gauche, exhale une odeur de savon bon marché et de vodka maison. Ses yeux injectés de sang balayant l'assemblée avec une méfiance animale, forgée dans les interrogatoires où les néons aveuglants et les coups de matraque avaient arraché des aveux à ses anciens camarades. Il s'assoit lourdement, son veston rapiécé tendu sur des épaules voûtées par des années de travaux forcés aux mines d'uranium de Yachimov, et le plancher gémit sous son poids, amplifiant le battement de cœur collectif qui emplit la pièce, un rythme sourd et accéléré, comme le tic-tac d'une bombe à retardement dissimulé sous la nappe. Elena frappe dans ses mains palmes calleuses un claquement sec qui fait sursauter Anna, et proclame d'une voix forcée enjouée, chevrotante sous le masque « Biechtek Gidlou, Rodino !» À table, la famille. Mais les mots s'accrochent dans l'air lourd, imprégnés maintenant de la fumée naissante d'une cigarette que Joseph allume d'une main tremblante, l'allumette crépitant avec une flamme orange qui danse follement, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus. La soupe est servie dans un concert de cuillères tintant contre la faïence, le bouillon épais et granuleux, coulant avec une tiédeur réconfortante qui masque à peine le goût métallique de la peur sur les langues. Vous goûtez cette amertume, ce sel âpre qui remonte de la gorge nouée quand Karel porte la cuillère à ses lèvres, ses yeux fuyants croisant ceux de Milan un instant trop long, un échange chargé d'électricité statique, comme si l'air entre eux crépitait d'une décharge imminente. Les conversations commencent par des banalités rituelles, le bruit des mastications rythmé par le cliquetis des couverts, Joseph racontant d'une voix rauque les quotas impossibles à l'usine, ses mots hachés par des pauses où il aspire une bouffée de tabac, la fumée bleue s'élevant en volutes paresseuses qui piquent les yeux et brouillent la vue, transformant les visages en masques flous où chaque sourire semble forcé, chaque rire étouffé comme un sanglot réprimé. Marie hoche la tête mécaniquement, ses doigts crispés sur le manche de la cuillère, sentant sous la table le genou de Karel presser le sien en un signal muet, une pression insistante qui envoie des ondes de glace le long de sa colonne vertébrale, tandis qu'Anna mâche lentement ses joues gonflées de knedliki, ignorant encore le poison qui s'infiltre dans cette soirée, comme l'humidité à travers les fissures des murs. Le dîner progresse en un lent crescendo de tension palpable. Chaque bouchée avalée comme une pilule amère, le vin coulant goutte à goutte dans les verres, son acidité réveillant des souvenirs enfouis. Milan évoque à demi-mot ses jours dans les montagnes des Tatras avec les partisans, sa voix basse et rocailleuse vibrant d'un feu ancien. Ces boches, on les a saignés comme des porcs dans la neige rouge, leurs panzers figés comme des tombes de fer rouillées, mais ces mots s'arrêtent net quand Karel tousse. Un son rauque et artificiel, crachant un nuage de vapeur alcoolisée qui emplit l'espace, masquant l'éclat fugace de reproche dans ses yeux. Vous sentez le poids de ce silence qui s'abat ensuite, lourd comme une couverture de plomb, seulement brisé par le bruit distant d'une voiture de la STB ronronnant dans la rue en contrebas. Ses phares balayant les rideaux en un flash aveuglant qui fait blêmir Elena, ses mains se crispant sur la nappe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, le tissu se froissant sous la pression comme une peau martyrisée. Les assiettes se vident lentement, les reliefs de graisse luisante reflétant la lumière jaunâtre. Et c'est alors que Milan, repoussant son couvert d'un geste las, laisse échapper une phrase imprudente, murmurée entre deux gorgées de Slivovitz maison, âcre et brûlante, comme du feu liquide descendant dans l'œsophage. Ce régime, c'est pire que les nazis. Il nous mange de l'intérieur, comme un cancer dans les entrailles du peuple.
J'ai vu à Jakimov des camarades fondre comme de la cire, leurs os blanchis par la radioactivité, pour avoir osé murmurer contre Gottwald. Les mots planent, lourds de sédition, imprégnant l'air d'une odeur de trahison naissante, et Karel se raidit imperceptiblement, son visage de pierre se fendant d'un tic nerveux à la commissure des lèvres, ses doigts sous la table pianotant un rythme code morse sur son genou, un signal appris dans les briefings secrets de la STB, où les murs ont des oreilles et les verres des yeux. La tension s'épaissit comme une brume toxique, chaque respiration devenant un effort conscient, l'air confiné chargé maintenant d'une sueur aigrelette qui perle aux tempes de tous, coulant en rigoles salées le long des nuques, trempant les cols et les aisselles. Anna lève les yeux, sa voix fluette perçant le voile. « Oncle Milan, papa dit que les Américains sont les vrais ennemis, avec leurs bombes atomiques sur Hiroshima. » Mais Joseph l'interrompt d'un grognement sourd, sa fourchette raclant l'assiette dans un crissement strident qui fait grincer des dents, tandis que Marie verse une rasade supplémentaire, le vin glougloutant comme un gargouillement de gorge obstrué. Milan rit, un éclat rauque et amer qui résonne contre les murs. Les Yankees? Des capitalistes gros et gras. Mais ici, on crève de faim sous la faucille et le marteau qui nous broie les reins. Souvenez-vous de Slansky, ils l'ont déjà à moitié bouffé dans leur cachot, et bientôt ce sera nous tous. Le nom tombe comme une grenade dégoupillée, roulant sous la table dans un silence assourdissant, et Karel sent son pouce s'accélérer, un tambourinement frénétique dans sa poitrine qui noie le bruit de la pluie dehors, ses paumes moites glissant sur le verre, imaginant déjà le rapport qu'il rédigera cette nuit, les mots accusateurs tracés à l'encre noire sur le papier pelure, sédition avérée lors d'un repas familial. Sujet Milan Novotny propageant des rumeurs contre le parti. Vous ressentez cette déchirure intérieure, le conflit moral qui ronge Karel comme un acide, la loyauté au parti contre le sang qui coule dans ses veines, le serment prêté au major de la STB lors de son recrutement secret en 1950. Protégez la révolution, camarades, même au prix de votre propre famille. Le dessert arrive enfin, un strudel aux pommes flasques et pâteux, sa croûte ramollie dégoulinant de jus sucré qui tache les doigts et la nappe. L'arôme fade de cannelle bon marché, masquant à peine la nausée collective qui monte. Les voix baissent d'un ton, mais les regards fusent comme des éclats d'obus. Helena fixe son frère avec une supplication muette dans les yeux, ses lèvres pincées, tremblantes autour d'une bouchée qu'elle mâche mécaniquement, tandis qu'Anna, sentant le malaise sans le nommer, gratte nerveusement la table du bout de l'ongle, laissant des sillons blancs sur le bois. Karel, feignant l'indifférence, allume une cigarette à son tour, la flamme de son briquet Zippo, trophée d'un exercice avec les Soviens, illuminant son visage en un masque durci, la fumée s'élevant en spirale qui dessine des fantômes dans l'air, et il pose la question fatidique d'une voix neutre, trop contrôlée. « Oncle, et ces rumeurs sur les purges à Moscou, tu y crois vraiment ? Papa, toi qui écoutes Radio Free Europe en cachette. » Le piège se referme doucement, les mots comme des fils d'araignée tissés dans l'ombre, Milan mord à l'hameçon, sa voix montant en un crescendo passionné. « Bien sûr que si. Beria nettoie tout, même Staline tremble maintenant. Ils exécutent les Juifs, comme Slansky, sous prétexte de complot sioniste. Et bientôt, Prague sera un charnier. » Joseph blêmit, sa cuillère tombant dans l'assiette avec un clang métallique retentissant, et l'horloge sonne 21 heures, 9 coups graves qui vibrent dans les poitrines comme des glas funèbres. Dehors, la pluie redouble, un martèlement incessant contre les carreaux qui noient les pas lourds montant l'escalier. Mais à l'intérieur, le drame culmine en un huis clos suffocant. Karel se lève abruptement, sa chaise basculant en arrière avec un fracas qui déchire l'air. Son visage congestionné révélant le masque tombé. « C'est fini, oncle. J'ai tout entendu. La STB sera là dans l'heure.
Trahison au parti, sédition, complot impérialiste. Tu signes ton arrêt de mort. Les cris éclatent alors, un chaos viscéral de hurlements étouffés. Helena agrippant le bras de son fils en pleurs, ses ongles s'enfonçant dans la manche kaki jusqu'au sang. Karel, non, c'est ton sang, ta famille. Tandis que Milan bondit, renversant la table dans un vacarme de vaisselle brisée. Tessons de faïence et flaques de soupe se répandant sur le sol en un lac gluant mêlé de vin rouge sanglant. Anna hurle, recroquevillée dans un coin, ses tresses défaites collant à son visage ruisselant de larmes, et Joseph, pétrifié, murmure « Fils de pute, vendu au diable rouge ». Mais Karel sort son pistolet Tokarev TT-33 de son holster, le métal froid luisant sous la lumière, le chien relevé avec un cliquetis sec qui fige tout le monde, l'odeur d'huile de canon et de cordite vierge emplissant la pièce comme un présage de mort. Les coups frappent à la porte à 21h15, un poing ganté de cuir tambourinant avec une autorité brutale qui fait trembler les murs. Statni bezpečnost, otevřete, sécurité d'État. Ouvrez! Et Karel ouvre, encadré par 2 agents en imperméable sombre dégoulinant de pluie, leurs visages impassibles sous les feutres rabattus. Pistolet Makarov à la ceinture et menottes d'acier tintant comme des chaînes funestes. Milan est plaqué au sol, face contre terre. Ses bras tordus dans le dos par des mains experts, le béton froid mordant sa joue scarifiée, tandis qu'on lui passe les fers, le cliquetis résonnant comme un verdict final, son cri étouffé par un chiffon imbibé de chloroforme qui pue l'éther chimique et la trahison. Joseph suit, traîné par les cheveux grisonnants, son pyjama de nuit enfilé à la hâte taché de soupe, hurlant des imprécations qui se noient dans les rires froids des agents. « Porc stalinien, le peuple vous crachera dessus !» Mais un coup de crosse au foie le plie en deux, l'air chassé de ses poumons en un râle humide. Helena et Anna sont emmenées en pleurs, les menottes trop larges glissant sur leurs poignets frêles, l'odeur de leur peur, sueur aigre et urine chaude, se mêlant à celle de la pluie qui s'infiltre par la porte béante. Karel reste planté là, le pistolet encore en main, sentant le poids du métal réchauffé par sa paume moite, les yeux vitreux fixant les flaques de sang et de vin sur le sol, le silence retombant comme un linceul après le tumulte, seulement brisé par le crissement des pneus d'une Skoda 1101 noire s'éloignant dans la nuit, sirène muette pour ne pas alerter les voisins. Les interrogatoires commencent à minuit dans les sous-sols humides du siège de la STB rue Bartolomiejska, où l'air est un cloaque fétide de moisissures, de sueurs rances et d'excréments humains. Les murs suintants de condensation glacée goûtant comme des larmes éternelles sur les dalles tachées de fluide indéfinissable. Milan est sanglé à une chaise en métal rouillé, ses poignets entaillés par les menottes, face au major Václav Wolf, un colosse au crâne rasé luisant sous les néons aveuglants qui bourdonnent comme des mouches affamées. Son haleine chargée d'ail et de schnapps balayant le visage du prisonnier. À vous, vermine. Contact avec les sionistes de Slansky. Radio clandestine. Complot pour renverser le parti. Gronde Wolf. Son poing ganté s'abattant en un arc lent et inexorable, le choc résonnant dans la cage thoracique de Milan comme un marteau sur enclume, côte craquant avec un bruit humide de branches brisées. Le goût du sang copper inonde sa bouche, crachant une dent ébréchée sur le sol, tandis que la douleur explose en vagues, irradiant jusqu'aux tempes, son corps secoué de spasmes incontrôlables. Vous sentez cette agonie viscérale, le feu liquide qui consume les chairs, chaque inspiration, un poignard rouillé perforant les poumons, et Milan résiste, crachant au visage de Wolf un glavio mêlé de salive sanguinolente. « Allez vous faire foutre, bourreau !» provoquant une rafale de coups, matraque en caoutchouc sifflant l'air, s'écrasant sur les épaules, les genoux, les testicules gonflés en un bourdonnement sourd de souffrance infinie. À l'étage supérieur, Joseph est confronté à son propre fils, dans une salle aux murs tapissés de liège insonorisé.
Karel debout, raide comme un piquet. Uniforme impeccable, contrastant avec le pyjama déchiré de son père. Les yeux baissés, fuyant le regard implorant. Papa, signe l'aveu. Propagande impérialiste. Écoute de Radio Free Europe. C'est pour ton bien, pour la famille. La voix de Karel craque. Un filet ténu de remords perçant le vernis d'acier. Mais Joseph rugit, sa barbe hirsute tremblant de rage. Traître! Tu vends ton sang pour une médaille rouillée. Ta mère pleure en bas. Anna tremble comme une feuille. Un agent assène un coup de botte dans le dos de Joseph, le projetant contre la table d'interrogatoire où l'encre de l'aveu préparé goutte déjà sur le papier. Et Karel tourne les talons, sentant la bile remonter dans sa gorge, le corridor interminable résonnant de ses pas claquant sur le béton, chaque écho amplifiant le vide abyssal qui creuse son âme. Les jours suivants s'étirent en un cauchemar lent et méthodique. Les cellules de Pancrac, forteresse grise aux barreaux rouillés suintant de rouille acide, où l'humidité glacée ronge les os comme un acide lent, le froid mordant les orteils nus à travers les savates en feutre pourrissant, l'odeur omniprésente d'ammoniac et de vomissures séchées collant à la peau. Elena partage une geôle avec Anna, les deux blottis sur une paillasse infestée de punaises dont les morsures brûlantes ponctuent les nuits d'insomnie, chuchotant des prières étouffées à la Vierge Marie. Leurs voix se brisant sur les sanglots quand les gardes passent, leurs bottes claquant comme des coups de fouet, criant « Tiens-toi tranquille, sorcière sioniste !» Milan, brisé mais pas vaincu, endure les séances sous les projecteurs, où l'eau glacée des tuyaux d'arrosage fouette sa peau écorchée. Le sel des larmes se mêlant à l'eau saumâtre qui coule dans ses yeux gonflés. Son corps un tableau de bleu livide et de chair tuméfiée, palpitant au rythme d'un cœur affaibli. Karel, promu capitaine pour sa vigilance exemplaire, noie sa culpabilité dans la vodka des officiers, les nuits solitaires dans son garnison hanté par les cris fantômes de son oncle, le goût amer du regret suintant comme une plaie ouverte. Le procès-spectacle s'ouvre le 20 novembre au palais de justice de Prague, une arène bondée de journalistes étrangers muselés et de partisans hurlant « À mort les traîtres », l'air vicié de tabac capiteux et de transpiration collective. Milan, Joseph et Elena, Anna relâchée comme mineure influençable, après un conditionnement psychologique, sont traînés menottés sur l'estrade, leurs visages émaciés luisant sous les sunlights brûlants, vêtements en lambeaux puant la crasse et la peur. Le procureur, un abo au crâne luisant nommé Bedrich, annonce l'acte d'accusation d'une voix nasillarde. Complot trotskiste sioniste, sabotage économique, trahison au profit des impérialistes anglo-américains, brandissant des preuves forgées, radios clandestines rouillées, lettres codées en yiddish fantasmé. Milan se dresse, chaîne tintant, sa voix éraillée, tonnant « Mensonge stalinien ! Le parti nous égorge pour cacher sa pourriture !» Provoquant un tollé, les juges en toge noire martelant leurs maillets comme des hachoirs. Témoins fabriqués défilent, et Karel, en témoin vedette, jure sur la Bible soviétique falsifiée, sa voix monocorde récitant les aveux dictés, sentant le regard haineux de son père le transpercer comme une baïonnette. Chaque mot, un clou dans son cercueil moral. Les verdicts tombent le 27 novembre, après des délibérations express, l'air du tribunal chargé d'une électricité mortelle, le juge en chef annonçant « Coupable, Milan Novotny, exécution par fusillade. Joseph Novotny, 25 ans de travaux forcés. Elena Novotna, 15 ans à la mine. » Les hurlements fusent, Elena s'effondrant en convulsions, arrachée à la barre par des gardes brutaux, tandis que Milan fixe Karel une dernière fois, ses yeux brûlants de malédiction éternelle. « Ton sang te hantera, Judas en uniforme. » L'exécution a lieu à l'aube du 30 novembre 1952,
dans la cour intérieure de la prison de Rusigné. Un rectangle de gravier gelé sous un ciel plombé, où la brume automnale s'accroche aux barbelés comme des spectres voilés. Milan est traîné dehors par 4 gardes, ses pieds nus glissant sur les pierres humides, le froid mordant remontant comme des aiguilles dans ses mollets amaigris, l'air piquant ses poumons ravagés d'une brûlure glaciale. Vêtu d'une chemise de toile grise déchirée aux manches, tachée de sang séché, il titube jusqu'au poteau d'exécution. Un madrier rugueux dressé au centre, imprégné de l'odeur fantôme de cordite et de chair brûlée des condamnés précédents. Les menottes sont ôtées d'un geste sec, ses bras liés dans le dos par une corde rêche qui écorche la peau, et on le plaque dos au poteau, le bois froid et humide collant à sa chemise comme une seconde peau mortelle. Vous sentez son cœur tonner, un galop effréné contre les côtes saillantes, la sueur froide coulant en torrent malgré le gel, mélangeant sel et terre sur ses lèvres gercées. Le peloton d'exécution s'aligne. 8 soldats en capote kaki, fusils Mannlicher M95, chargés de balles FMJ blindées, leurs canons luisants braqués dans un silence oppressant, seulement brisé par le cliquetis des culasses et le sifflement du vent dans les miradors. Le commandant, un capitaine aux yeux morts, dégaine son sabre, la lame sifflant hors du fourreau avec un chuintement métallique, et aboie « Peloton en joue ». Les crosses claquant contre les épaules, les viseurs alignés sur la poitrine de Milan qui murmure une prière païenne aux esprits des Tatras, ses yeux scrutant l'horizon gris où le soleil lutte pour percer. Le sabre tranche l'air en un arc fulgurant. Feu! Et le monde explose en un tonnerre assourdissant. Les détonations se chevauchant en un roulement de tonnerre, la cordite crachant son odeur âcre et sulfureuse qui emplit les narines comme un poison, les impacts labourant le torse de Milan en gerbes de sang et d'éclats d'os, son corps secoué de spasmes violents comme une marionnette désarticulée, la tête basculant en arrière dans un jet écarlate arrosant le poteau. Il s'affaisse lentement, les cordes le maintenant debout dans une parodie de vie, le ruisseau de vie s'écoulant en flaques sombres sur le gravier, fumant légèrement au contact du froid. Les gardes s'approchent, un sous-officier visant la tempe d'un coup de grâce, la balle. 380 ACP perforant le crâne dans un craquement sec. Cervelle et matière grise giclant en un nuage rose sur le mur mitoyen. Le silence retombe, absolu et étouffant, seulement troublé par le goutte à goutte du sang et le halètement des exécuteurs. Leurs visages blêmes sous les casques d'acier, sentant le poids nauséabond de cette mort industrielle peser sur leur conscience comme un linceul de plomb. Carrel apprend la nouvelle à 8 heures, dans son bureau de la caserne, un télégramme laconique frappé du sceau STB. Condamné exécuté. Promotion confirmée. Il s'effondre sur sa chaise, le bois gémissant sous lui, le goût de bile envahissant sa bouche, tandis que les images du dîner hantent son esprit. Le rire d'Anna, le regard fier de Milan, la soupe fumante, tout se dissolvant en un tourbillon de regrets insolubles. Dehors, Prague s'éveille sous la pluie fine, les tramways grinçant indifférents, mais dans son cœur, le silence après la tempête est un vide hurlant. La réalisation lente et inexorable que ce dîner banal a déchiré le tissu de sa vie, laissant des cicatrices béantes qui suppurent éternellement. Anna, relâchée mais brisée, erre dans les rues, son ruban perdu, sentant le fantôme de l'oncle dans chaque ombre. Elena, en route pour les mines, fixe l'horizon par la vitre crasseuse du camion bâché, le cliquetis des chaînes rythmant son désespoir. Joseph, entassé dans un train pour Vorkuta, presse son front contre le wagon gelé, murmurant « Carrel, pourquoi ?» Et la guerre froide continue, impitoyable, broyant les âmes dans son étau glacé, le dîner de famille n'étant plus qu'un écho lointain dans le grondement des machines totalitaires. Carrel fixe le télégramme, ses doigts tremblants froissant le papier jauni, l'encre noircie comme une plaie ouverte.
La caserne bourdonne autour de lui, bottes claquant sur le dallage, ordre aboyé en tchèque rauque, l'odeur âcre de la poudre et du tabac froid imprégnant l'air. Il se lève, chancelant, et s'approche de la fenêtre aux vitres givrées, essuyant la buée d'un revers de manche. Dehors, la pluie martèle les toits en tôle, formant des rigoles rougeâtres là où le sang du poteau d'exécution s'est dilué dans les flaques. Un corbeau croasse, perché sur le mur mitoyen taché de cervelle séchée, son œil noir luisant comme un accusateur muet. Il allume une cigarette, inhale profondément, la fumée âpre brûlant sa gorge nouée. Le téléphone grésille sur le bureau. Un appel de Prague Centre. Capitaine Carrel, félicitations pour la promotion. Rapportez-vous au quartier général à midi. Dîner d'honneur ce soir. La voix du colonel est un ronronnement huileux, ponctué de rires étouffés en fond. Carrel raccroche sans un mot, le combiné claquant comme un verdict. Il vomit dans la corbeille métallique, un jet acide éclaboussant les formulaires jaunis, le goût de soupe aux choux et de trahison se mêlant en une nausée insoluble. Ses mains qui ont signé l'ordonnance, tremblent encore. Il les frotte contre son uniforme, mais l'encre invisible persiste, poisseuse, indélébile. Dans les ruelles de Malastrana, Anna titube sous la bruine, son manteau rapiécé claquant contre ses cuisses amaigries. Le ruban bleu de Milan gît piétiné dans une flaque, fibres décolorées flottant comme un drapeau noyé. Elle s'arrête devant la vitrine d'une boucherie close, son reflet spectral superposé aux carcasses pendantes, yeux vitreux, chair pâle, saignant goutte à goutte. Un milicien passe, la dévisage. Elle recule dans l'ombre d'un porche, le cœur cognant, imaginant l'oncle dans chaque silhouette casquée. « Carrel », murmure-t-elle, les lèvres gercées, tandis qu'un chat errant frôle sa cheville, miaulant sa faim comme un écho de son propre vide. Elle s'effondre contre le mur suintant, les sanglots la secouant en hoquet muet, la pluie lavant ses larmes sans les effacer. Au sud, dans le camion bâché brinque-ballant sur la route défoncée vers Jakimov, Elena est tassée entre des silhouettes hâves, chaîne entravant ses poignets rougis. Le moteur diesel tousse, crachant des nuages noirs qui s'infiltrent par les toiles déchirées, piquant ses yeux injectés de sang. Elle fixe l'horizon brouillé par la vitre fêlée. Pic enneigé des monts Kruchné, fantôme blanc sous le ciel plombé. Une gardienne ricane, jetant un quignon de pain dur dans la mêlée. Elena ne bouge pas, ses ongles enfoncés dans ses paumes jusqu'au sang. « Mine d'uranium !» avait craché l'officier lors du verdict, et maintenant le poison invisible hante déjà ses poumons. Un feu lent qui consumera ses os jour après jour. Elle ferme les yeux, revoyant le dîner, la cuillère de Milan tintant contre l'assiette, le rire d'Anna, et un sanglot monte, étouffé par le grondement des roues sur le gravier. Plus à l'est, le train pour Vorkuta halète dans la nuit tombante, wagons à bestiaux brinque-ballés par le vent sibérien naissant. Joseph est plaqué contre la paroi gelée, son souffle formant des nuages blancs qui se dissolvent aussitôt. Autour de lui, des ombres gémissent, corps entassés dans la puanteur de sueur, d'excréments et de peur rance. Une ampoule nue oscille, jetant des éclats jaunâtres sur des visages creusés, barbus de plusieurs jours. Il serre contre sa poitrine une photo froissée, le dîner, figé en sourire figé. Carrel au centre, vers levé. « Frère, pourquoi ?» Les mots s'échappent en un râle, noyés par le sifflet strident et le cliquetis infernal des rails. Un zec voisin, tatoué de camp précédent, pose une main noueuse sur son épaule. Oublie-le. La tôle forge les traîtres comme l'acier. Joseph secoue la tête, les larmes gelant sur ses joues, tandis que le train avale les steppes infinies, emportant son âme vers l'abîme. À midi, Carrel franchit les grilles du quartier STB, le drapeau rouge claquant sous la rafale. Le colonel l'attend dans un bureau lambrissé,
cigares fumant dans un cendrier de cristal, dossiers empilés comme des tombes. Excellente affaire, Carrel. L'oncle Joseph, un nid de vipères sionistes. Votre promotion à major. Méritée. Mais. Il s'interrompt, glissant une photo sur le bureau. Anna, surprise dans la rue, regard hanté. Sa nièce rôde, surveillez-la. Et ce dîner? Des oreilles indiscrètes? Carrel avale sa salive, le cigare du colonel emplissant la pièce d'une fumée étouffante. Dehors, la pluie redouble, tambourinant comme un interrogatoire incessant, tandis que le doute s'insinue en lui, venin lent creusant les fondations de son serment. Le soir même, Carrel pousse la porte de l'appartement, le seuil grinçant comme un aveu. La lampe tamisée dessine des ombres longues sur les murs jaunis, l'air lourd d'une odeur de potage froid et de cire fondue. Anna gît sur le divan, visage cireux, lèvres bleuies ourlées d'écume. Ses yeux mi-clos papillonnent, fixant le plafond craquelé où dansent des fantômes de plâtre. Il s'agenouille, main tremblante effleurant sa tempe moite. « Anna, ma nièce », murmure-t-il, le mot se brisant comme verre. Elle tourne la tête, lent, un râle s'échappant. L'assiette, le sel, oncle. Ses doigts se crispent sur son col, ongles griffant le tissu, tandis que son corps convulse en arc discret, un marionnettiste invisible tirant les fils. Dehors, le vent fouette les carreaux, écho d'un sifflet de train lointain. À Vorkouta, l'aube grise suinte sur les miradors hérissés de barbelés, un ciel de plomb écrasant les baraquements de tôle. Joseph titube hors du wagon, chaîne aux chevilles, cliquetant dans la neige piétinée. Le commandant, silhouette trapue emmitouflée de feutre, hurle des ordres en russe guttural, matraque claquant contre une botte. Les ecs s'alignent, ombre voûtée sous la mitraille des projecteurs, vapeur de leur souffle se mêlant à la brume âcre des fours crématoires. Joseph trébuche, la photo glisse de sa poche, piétinée dans la boue gelée, Carrel souriant, verre levé, intact. Un gardien le ramasse d'un coup de botte, la déchire en lambeaux qui voltigent comme flocons noircis. « Traître !» aboie-t-il, et le poing s'abat, craquement d'os sous la peau. Joseph s'effondre, lèvres murmurant « Frère !» tandis que le vent sibérien emporte les bribes de papier vers l'horizon blanc, infini. Carrel recule, dos au mur, le colonel surgissant dans l'encadrement comme un spectre enfumé. « Trop tard, major. Le venin agit. Nettoyez ça. » La porte claque, laissant Carrel seul avec le corps raidi d'Anna, ses yeux grands ouverts accusant le vide. Il fouille les tiroirs, trouve la fiole vide, étiquette fanée. Cyanure purifié, STB. Le doute explose, l'enfeu dévorant ses entrailles. Il sort en titubant, nuit pluvieuse avalant ses pas, rejoignant les grilles du quartier. Le drapeau rouge pend, détrempé, claquant mollement. Au bureau, dossiers en feu dans la cheminée, langues oranges léchant les secrets. Le colonel pivote, cigare aux lèvres. Carrel. Qu'est-ce que? Le revolver claque, une fois, deux fois, sang éclaboussant le cristal, corps s'affaissant derrière le bureau lambrissé. Midi suivant, Vorkouta. Joseph, épaules démises bandées de chiffons sanglants, creuse la permafrost sous les hurlements des capos. La pioche s'enfonce, rythmique, sueur gelant en perles sur son front. Un mirador grésille, le traître Carrel. Exécuté pour haute trahison. Les ex s'arrêtent, murmures cascadant comme avalanche. Joseph lâche l'outil, genoux dans la boue, un rire rauque montant de sa poitrine, rire de damné, écho d'un dîner perdu. Le vent hurle, ensevelissant tout sous la neige montante, steppes effaçant les traces, poisons invisibles se dissolvant dans l'oubli blanc.